Malgré l'écran cieux du néant, c'est pour mieux nous manger enfants et les silences et les boucans, faut vivre. Et bien qu'aveugle sur fond de nuit, entre les gouffres infinis, des milliards d'étoiles qui rient, faut vivre. Malgré qu'on soit pas toujours beau et que l'on ait plus ses 16 ans et sur l'espoir, un chèque en blanc, faut vivre. Malgré le cœur qui perd le nord, au vent d'amour qui souffle encore et qui parfois encore nous grise, faut vivre. Malgré qu'on n'ait pas de génie, n'est pas Rimbaud qui veut parler et qu'on se cherche un alibi. Malgré tous nos morts sans coquette qui errent dans les rues de nos têtes, faut vivre. Malgré qu'on soit brave et salaud, qu'on ait des complexes à gogo et qu'on les aime, c'est ça le pire, faut vivre. Malgré l'idéal du jeune temps qui s'est usé au nerf du temps et par d'autres pris en chantant, faut vivre. Malgré qu'en se tournant vers le passé, on est effrayé de s'avouer qu'on a tout de même un peu changé, faut vivre. Malgré que l'on soit de passage, qu'on vive en fou, qu'on vive en sage, tout finira dans un naufrage, faut vivre. Malgré qu'au ciel de nos poitrines, en nos sentinelles endormies, dans un bruit d'usine gémit, le cœur aveugle qui funambule sur le fil du présent qui fuit, faut vivre. Malgré qu'on nourrit l'enfant mort, s'il peut parfois remuer encore comme un vieux rêve qui agonise, faut vivre. Malgré qu'on soit dans l'engrenage des notaires et des héritages, où le cœur s'écore et s'enlise, faut vivre. Malgré qu'on fasse de l'humour noir sur l'amour qui nous en fera boire, jusqu'à ce qu'ils nous disent au revoir, faut vivre. Malgré qu'à tous les horizons, comme un point d'interrogation, la mort nous regarde d'un œil ivre, faut vivre. Malgré tous nos serments d'amour, tous nos mensonges jour après jour, mais bien que l'on n'ait qu'une vie, une seule pour l'éternité, malgré qu'on la sache rater, faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Faut vivre. Radio Soupente, la station des rapins, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Intifada, traduction Le Soulèvement, du 26 février 2019 avec un soleil, bon enfin. Pour l'émission, bien sûr, je viens de dire Intifada, qui est une émission qui relaie des informations sur l'occupation et la répression de la Palestine par l'État colonial et d'apartheid israélien. Bientôt, on ira visiter les geôles franchouillardes pour dire des choses comme ça, avec ce qui se prépare comme nouvelle loi pour réprimer et pour empêcher la voix de ceux qui soutiennent le pauvre peuple palestinien martyr. Vous venez d'écouter Mélis Mel dans ses œuvres, qui chantait « Faut vivre », une chanson écrite et mise en musique par Marcel Mouloudji, regretté Marcel Mouloudji.
Voilà, et une petite citation pour entamer le débat. Un raciste est un homme qui se trompe de colère, et c'est de l'abbé Pierre. Et tout de suite, ma camarade de combat, je cite Piquico, va vous lire un texte, un billet de l'UJFP concernant Macron qui choisit le lobby sioniste israélien et américain contre la cause palestinienne. Et c'était à la réunion du CRIF, vous savez, cette teuf annuelle, où tous les politicards, les journalistes bien en cours, etc., se précipitent. On se demande bien pourquoi. Voilà, lors de son intervention au dîner annuel du mal nommé Conseil représentatif des institutions juives de France, Macron a annoncé son intention de faire adopter par la France la définition de l'antisémitisme défendue par l'IHRA, laquelle inclut l'antisionisme. Il a par ailleurs réitéré des propos amalgamant antisionisme et antisémitisme. L'UJFP dénonce cette offensive contre le mouvement de solidarité avec la Palestine et plus largement contre les luttes de l'immigration et la solidarité internationale. Donc, ménageant ces effets, le président de la République avait publiquement refusé la veille une loi spécifique contre l'antisionisme, inutile selon lui et pour cause. Cela fait des mois que le lobbying pro-israélien s'échine à faire adopter par tous les pays européens une définition de l'antisémitisme concoctée par lui au sein d'un organisme européen, l'IHRA, qui inclut l'antisionisme dans les exemples qu'elle fournit. L'IHRA a par ailleurs refusé de voter ces exemples qui évoquent des manifestations d'antisémitisme pouvant inclure le fait de prendre pour cible l'État d'Israël, conçu comme une collectivité juive, accuser les citoyens juifs d'être plus loyaux à l'égard d'Israël qu'aux intérêts de leur propre nation, nier au peuple juif le droit à l'autodétermination en prétendant par exemple que l'existence de l'État d'Israël est une entreprise raciste, faire preuve d'un double standard en exigeant de l'État d'Israël un comportement qui n'est attendu ni requis d'aucun autre pays démocratique. L'utilisation stricte de ces exemples pourrait donc interdire de critiquer les officines sionistes en France qui travaillent à plein temps au service de la propagande du gouvernement israélien, quelles qu'en soient les conséquences sur la société française. Les nombreuses lois discriminantes adoptées en Israël ne pourraient donc plus être critiquées, pas plus que le comportement de cet État, sauf à pouvoir démontrer qu'on le critique exactement de la même manière que tout autre pays démocratique. Il faut rappeler l'origine de tout ce processus. Au tournant du millénaire et de l'échec des accords d'Oslo, se met en place ce qui s'est appelé la grande stratégie vers l'UE pour maintenir la colonisation israélienne et contrecarrer la pression pour une solution à deux États. Cette stratégie a été discutée par des think tanks israéliens, des sionistes de droite états-uniens et des organisations proches du Likoud au Jerusalem Center for Public Affairs et partiellement publiée dans Jewish Political Studies Review. Depuis 2004, ces principales recommandations ont été utilisées et appliquées par tout le lobby sioniste de droite états-unien et israélien, délégitimer critiques et décisions sur le terrain du droit international, de l'antisionisme, des principes éthiques ou de solidarité avec le peuple palestinien contre l'État d'Israël, en définissant ces critiques ou actions comme des manifestations antisémites. Ah oui. En faisant pression sur les organisations internationales, les gouvernements et l'UE pour qu'ils combattent l'antisémitisme sur la base de cette définition étendue. C'est une grande première dans l'histoire de la démocratie française que cette police de la pensée qui s'installe, assortie d'une répression que l'on voit à l'œuvre toutes les semaines contre le mouvement populaire des Gilets jaunes. Une période qui évoque plutôt la Restauration et ses lois de censure. Le président Macron n'avait pas besoin d'autres prétextes pour imposer cette définition, car il faut bien reconnaître que le calendrier s'est idéalement conformé à ses vœux. Cette décision vise aussi le mouvement BDS de boycott, désinvestissement, sanctions contre Israël jusqu'à ce qu'il se conforme au droit international. Rappelons que la haute représentante de l'UE, Madame Mogherini, avait pris une position claire contre sa criminalisation au nom de la liberté d'expression.
Le gouvernement français abandonne le peuple palestinien aux mains de son bourreau et ignore la colère de toutes celles et ceux qui, en France, considèrent légitime la cause palestinienne et sont prêts à la défendre contre la loi du plus fort. Une colère qui ne manquera pas de s'ajouter ou de se confondre avec le ressentiment de la France périphérique des Gilets jaunes, méprisée par le pouvoir, ainsi que de la France racisée et discriminée des quartiers. Cette décision, qui rallie malgré eux les Juifs du côté des élites et du pouvoir qui soi-disant les protège, est lourde de menaces. On peut s'attendre à une augmentation programmée des actes antisémites, car, comme chacun sait, dans toutes les cours de récréation du monde, le chouchou de la maîtresse est détesté et persécuté. Donc voilà, ça c'est la coordination nationale de JFP qui a mis ce billet le 21 février 2019. Voilà, vous avez bien tout enregistré. De toute façon, vous pourrez le relire sur le blog d'Intifada, où toutes ces choses sont consignées. Mais on nage en plein, comment on pourrait dire, chose qui ont un marécage assez nauséabond. Voilà, c'est-à-dire que quand il parle de démocratie, qu'il faut traiter l'État d'Israël comme toutes les autres démocraties et le critiquer dans la mesure où on critique aussi les autres démocraties, mais que je sache, dans le monde démocratique, si ça existe, je suis un peu sceptique sur cette définition de la démocratie, enfin bon, en tout cas, voilà, dans le monde, on n'a aucune démocratie reconnue, en tout cas, qui se comporte comme la grande démocratie démocrate israélienne, voyez-vous. Dans aucun pays du monde démocratique, il y a la suggestion d'une partie du peuple qui occupe ce pays par une autre partie qui était minoritaire il n'y a pas longtemps, et qui était majoritaire, non même pas, qui va devenir minoritaire dans peu de temps, à la cadence où les Palestiniens font des petits, voilà. Et s'ils devaient évidemment accorder le droit du retour aux 5 ou 6 millions qui sont dans des camps de réfugiés depuis 1948, depuis la Nakba, alors là, ça serait, ils seraient un peu, un peu submergés, et c'est ce qu'ils veulent à aucun prix, évidemment. On comprend, si on veut se mettre à leur place, on peut les comprendre. Mais alors, en tout cas, de dire que on doit critiquer la démocratie israélienne de la même manière qu'on critique les autres démocraties, c'est complètement idiot, c'est même crétin, c'est même impossible, puisqu'il n'y a aucune autre démocratie, que ce soit européenne ou d'autres, quoique les Américains, ils se comportent un peu comme la démocratie israélienne avec leur minorité, voyez-vous. Mais bon, que je sache par exemple en France, que je sache en Allemagne, en Italie, en Angleterre, dans toute l'Europe du Nord, etc., l'Europe de l'Est, il n'y a pas des pays, ces démocraties, grandes c'est un petit peu fort, mais ces États à prétention démocratique, en tout cas, ne persécutent pas les minorités de leur pays au point que le font les Israéliens en enfermant par exemple 2 millions de personnes dans un camp qui s'appelle Gaza. Voilà, par exemple. Mais c'est un exemple parmi plein d'autres. C'est pas parce que tu as 3 ou 4 générations en tout, bien empilées dans ta valise, bien tatoué sous ta chemise. C'est pas parce que tu t'appelles Dupont que t'en as plus dans le pantalon. Moi j'en connais des Arturo, des Isaac, des Hidalgo, des petits Français de Gouttière, des gentils Gaulois de Barrière, qui te valent pauvre franchouillot. C'est bien parce que je m'appelais Tachtian que cet enfoiré d'enseignant m'a fait répéter mon nom en travers, en large et en long. J'avais 11 ans, c'était la nuit, j'y repense encore aujourd'hui. Je le jure sur toutes vos races,
Je vous jure que c'est dégueulasse. Je souhaite à cet instituteur que sa fille perde sa candeur avec le nègre d'en face. Si tu savais comme je serais bien, en plus d'être un peu arménien, si j'étais également arabe, juif allemand avec une barbe, enfin bref, un de ces métèques qui te pique ta femme et ton steak. Dors tranquille mon pauvre Dupont, sur tes deux oreilles, sur ton nom. Personne ne songe vraiment à t'arracher les ongles et les dents, à part ton vieil ami Durand, à part ton vieil ami Durand, à part ton vieil ami Durand. C'était la chanson Dupont par Henri Tachant. Et vous êtes toujours sur Radio Soupente, la station des Rapins, 100 fois sans loi et sans courbette, l'émission Intifada, ou le soulèvement, c'est la traduction, du 26 février 2019. Oui, que effectivement était annoncé sur Démosphère. Je pensais que c'était une conférence faite par Halima Boumedienne Thierry, qui était une eurodéputée de 1999 à mars 2004 autour du travail de Bruxelles et d'Israël. Comment se passent un peu les résolutions, voilà, des choses qu'on entend en général jamais. En fait, c'était la réunion de Montreuil-Palestine, donc j'ai rencontré des gens fort sympathique et j'ai passé donc cette soirée à enregistrer 3 interventions. Donc la première intervention sera celle de Ramzi. Donc là on collait au plus près de l'actualité justement sur cette fameuse loi sur l'antisionisme, l'antisémitisme. Donc il y aura une première intervention de Ramzi, ensuite suivie par l'intervention donc d'Halima Boumedienne Thierry. On fera une pause musicale et ensuite on reprendra avec l'intervention de Jean-Guy Greishammer qui fait partie de l'UJFP et de BDS. Donc chacun interviendra tour à tour et voilà, je vous laisse écouter. Le thème de la soirée donc a un peu été modifié, mais finalement ça c'est quand même lié. Et donc c'est lié en fait à l'offensive générale médiatique pour discréditer le combat pour la Palestine et discréditer le combat antisioniste. Et ce qui du coup nous ramène à la question de qu'est-ce que c'est que le sionisme et qu'est-ce que c'est que l'antisionisme. Donc je vais donner quelques éléments et ça sera aussi intéressant d'avoir les compléments d'Halima, les compléments de Jean-Guy pour croiser ces différentes approches. Et donc je rappelle donc l'annonce qu'a fait Macron donc avant-hier au dîner du CRIF, en quelque sorte sa réponse au mouvement des Gilets jaunes et tout ce qui se passe, c'est la diversion, et c'est de dire on va taper donc sur les antisionistes en adoptant ce qu'on appelle la définition IHRA de l'antisémitisme. En fait, c'est une définition qui est issue de lobbies pro-israéliens qui ont essayé plusieurs fois dans les années 2000. J'ai regardé un peu cette historique, l'FPS a fait un bon historique dessus. Ils ont essayé à plusieurs reprises de la vendre et ils ne trouvaient pas preneur. Et finalement, c'est l'IHRA, donc c'est une association pour la mémoire de l'Holocauste, donc c'est quand même un symbole très fort, qui a accepté cette définition. Mais ce n'est pas cette institution qui est à l'origine de cette définition. Le groupe qui est à l'origine de cette définition, c'est le Jerusalem Center for Public Affairs, qui est un lobby de la droite israélienne. Et donc, entre autres choses, cette définition, elle mélange des éléments qui sont réellement antisémites, puisqu'elle donne des exemples de ce que c'est que l'antisémitisme, avec des éléments comme par exemple le fait de dire qu'Israël est un État raciste. Ça, c'est antisémite. Et aussi, qui est très fort aussi dans la définition, c'est le fait de ne pas traiter de la même manière Israël et les autres nations démocratiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire être antisioniste? Donc, en ce moment, tout le monde a son avis dessus, et donc il y a plusieurs articles dessus. Pour moi, être antisioniste, l'idée, c'est de dire qu'on est contre le fait qu'il y ait un État exclusivement juif en Palestine. Ça veut dire si c'est les juifs ou ça peut être n'importe quel groupe. En fait, si un groupe veut se faire un État, soit il va sur une terre vide et il fait son État sur une terre vide, soit il va sur une terre qui est déjà habitée et dans ce cas-là, il coexiste, il coagit avec les personnes qui sont sur cette terre et ils font un État commun. Et ce qu'on oublie très souvent, c'est que déjà, donc au départ, le projet sioniste, quand on remonte à la généalogie, ça n'est pas issu de la communauté juive. C'est plutôt issu, il y a beaucoup de chrétiens, par exemple, qui étaient sionistes, et le sionisme aussi apparaît à la fois en conséquence et en réaction par rapport à la montée d'un nationalisme identitaire au XIXe siècle,
dans lesquels les États-nations en Europe, dans beaucoup d'endroits, se constituent sur l'idée qu'il faut le faire sur une identité et qu'il y aurait un ennemi intérieur, donc qui serait le juif, qui ne serait pas intégré. Ça se fait partout en Europe et beaucoup aussi en Europe de l'Est. Et donc, cette conception identitaire de la nation, dans laquelle les juifs, finalement, ne seraient pas des vrais Allemands, ne seraient pas des vrais Autrichiens. Alors, en France aussi, il y a eu ça. Alors, en France, c'est une histoire très particulière. Des gens qui se sont opposés à ces conceptions. Mais dans tous les cas, c'est face à ça que se crée cette idée qu'il y aurait un nationalisme identitaire juif qui devrait se trouver une terre, et une terre en dehors de l'Europe, pour se faire son État à lui, puisque finalement chaque identité aurait droit à son État, et pourquoi pas les Juifs. Alors, il y a la déclaration Balfour, mais ce qui est intéressant, ce qui est important, c'est que dans la déclaration Balfour qui prévoit la création d'un État pour les Juifs, c'est-à-dire d'un État dans lequel les Juifs, et notamment les Juifs européens, auraient le droit d'émigrer, et donc c'est l'État qui sera en Palestine, il était bien question que les citoyens, les habitants de cette terre qui ne sont pas juifs, ils ne seraient pas discriminés, ne verraient pas voler leur terre, en fait auraient l'égalité des droits. Et idem dans la résolution de l'ONU. Alors on peut penser ce qu'on veut de la résolution de l'ONU qui prévoit un partage de la terre de Palestine en 2 États, mais quand on la regarde, dans l'État qui était prévu comme étant l'État israélien, donc l'État où les Juifs du monde entier auraient le droit d'immigrer, il était bien précisé que dans cet État il y avait une très très forte minorité. Donc dans le plan initialement prévu par l'ONU, c'était environ au moins un tiers donc de Palestiniens non juifs. Alors sachant qu'il y avait aussi des Palestiniens juifs, bien sûr, il y avait des Palestiniens de toute confession qui vivaient là depuis des années. Et donc il y avait une très très forte minorité de Palestiniens non juifs qui évidemment devaient avoir égalité des droits avec les juifs. Et donc le fait qu'à sa création, Israël, le régime israélien ne reconnaît pas cette condition qui avait été posée pour sa création, en fait le rend illégitime. Mais le rend illégitime en tant qu'État exclusivement pour les Juifs. Après, il y a des débats pour savoir est-ce que cet État pourrait être transformé en État de tous les citoyens, ou alors est-ce qu'il faut faire un État binational. Donc il y a plusieurs propositions à considérer, mais en tout cas, à la base, être antisioniste, c'est refuser ce projet-là. Et c'est notamment affirmé, alors là, il y a la campagne, donc c'est soutenir la campagne BDS, et je ne vais pas refaire tous les points, tout ce qui est reproché en fait à la politique israélienne, mais un point qui est très important, c'est de toujours se rappeler qu'à sa création en Israël, Israël expulse 800 000 Palestiniens qui aujourd'hui encore vivent dans des camps de réfugiés, qui ont toujours les clés de chez eux. Ils ont toujours les clés de chez eux. Il y a des rapports internationaux qui ont montré que de nombreuses terres dont ils ont été chassés sont toujours vides, c'est-à-dire qu'ils pourraient rentrer chez eux. Il y a des résolutions de l'ONU qui disent qu'ils devraient pouvoir rentrer chez eux. Et évidemment, ils en sont interdits, parce que non-juifs, alors que tout juif du monde entier, lui, a le droit d'aller vivre en Israël. Et donc c'est vraiment un viol d'un droit fondamental. Et l'argument qui est toujours donné par Israël, c'est oui, mais si on les laisse rentrer, donc ça veut dire en fait qu'on renonce à notre caractère juif. Mais c'est justement, c'est une preuve par l'absurde, c'est une démonstration par l'absurde qu'il y a un problème dans cette définition d'État d'Israël si elle n'est pas compatible avec le simple fait que des gens rentrent chez eux. Et donc voilà, ça c'est un peu pour rappeler un peu des choses. Et dans tout ça, il y a un danger, à mon avis, qu'on est aussi gardé en fait, c'est de vouloir prendre au pied de la lettre la propagande israélienne qui se proclame comme État juif et qui se proclame comme représentant les juifs. Et d'ailleurs, tout à l'heure, tu as parlé d'Alain Finkielkraut et de cette personne qui lui dit rentre chez toi à Tel Aviv, donc finalement qui reprend l'argumentaire que Finkielkraut ne serait pas chez lui en France mais serait chez lui à Tel Aviv. Et il y a aussi l'ambassade israélienne, à chaque fois qu'elle est invitée sur les plateaux télé, et en fait elle dit la même chose, elle dit aux juifs, rentrez chez vous à Tel Aviv, vous n'êtes pas chez vous en France, venez en Israël. Et donc cette idée-là, elle perdure. Et du coup, on peut avoir tendance à dire, est-ce que ça serait la faute des Juifs ou est-ce que les Juifs devraient se désolidariser ? Je pense que non. En fait, c'est une mauvaise vision des choses parce que le sionisme, quand on regarde sa racine, c'est un projet qui est européen et qui vient en fait, qui est très similaire aux différents nationalismes identitaires européens, qui est très similaire au colonialisme européen. Si on remonte un peu en arrière à la manière dont l'Europe a coloniser les Amériques et exterminer les Indiens. Et donc c'était ça un peu l'idée aussi de cette conférence, c'est de prendre un peu le contre-pied de ce qu'on entend habituellement, parce que souvent l'Europe essaie de se donner une bonne image, l'image d'une puissance pacifique, d'un espace de droits de l'homme qui voudrait faire la paix dans le monde. Et en fait, quand on regarde l'historique, en fait, on voit que sans le soutien de tous les gouvernements européens, sans le soutien des institutions européennes, sans le soutien économique, diplomatique, militaire, idéologique, ça fait longtemps en fait que ces colons sionistes en fait ils pourraient pas maintenir la domination et donc ils seraient obligés d'aller vers la paix ou de renoncer à leur suprématie.
Et donc c'est vraiment, c'est aussi ce qu'on fait avec la campagne BDS, de dire finalement on s'adresse à notre État, la France, parce que la France porte aussi sa responsabilité, notre gouvernement porte sa responsabilité dans ce soutien à Israël. Pour finir, mais ça en fait c'est pour faire la transition avec ce qu'elle allait dire à l'IMAD, mais c'est vraiment revenir sur cette idée que l'Union européenne s'est bâtie une image mensongère d'amis des Palestiniens en disant financer les Palestiniens, donc il y aurait le bad cop, c'est les États-Unis, et nous on est les gentils, on essaie de faire la paix. Et quand on regarde un peu dans le détail, on voit que l'Union européenne ne reconnaît toujours pas l'État de Palestine, que l'Union européenne classe comme entité terroriste toutes les organisations de résistance à Israël, y compris le Front populaire pour la libération de la Palestine, alors qu'il y a 2 poids 2 mesures, puisque de l'autre côté, l'État israélien tel qu'il est, il est reconnu. Il est reconnu avec un statut privilégié qui en fait quasiment un 28e État européen. Il peut mettre ses marchandises, il y a des coopérations scientifiques renforcées. Et vraiment sortir de cette fausse image et voir vraiment en tant que citoyen comment est-ce qu'on peut demander des comptes à nos dirigeants et comment voir en fait que finalement la question palestinienne, on nous demande souvent mais pourquoi est-ce que vous êtes aussi obsédé par la question palestinienne, par l'action sioniste. Alors déjà putain c'est pas nous qui sommes obsédés parce qu'il suffit de voir, c'est les médias qui en parlent toute la journée. Et par ailleurs parce que nous on veut agir sur nos gouvernements et sur nos dirigeants pour faire cesser cette complicité, voire ce soutien. Et le gouvernement, finalement, ce gouvernement d'extrême droite israélien, il est soutenu par tout le monde. Il est soutenu par Macron, qui était soutenu aussi par François Hollande. Et là aussi, on voit beaucoup de mensonges qui tombent. Hein, quand nos dirigeants disent tout le temps on serait contre l'extrême droite. Quand c'est l'extrême droite israélienne, là, bizarrement, tout le monde est avec. Et donc là, il y a quelque chose peut-être qui se révèle. Peut-être dans ce soutien-là, et dans ce soutien à l'extrême droite, il y a un mensonge général de nos dirigeants, de nos gouvernements qui se révèle. Voilà, je vais laisser Alima couper. Je vais m'inscrire en même temps dans la même lignée, mais aussi parfois en faux, parce que trop souvent quand on critique l'Union européenne, on a tendance à faire de l'Union européenne une bulle homogène, alors que ce n'est pas du tout la réalité. Il y a le Parlement européen, qui souvent est plus propice. Le Parlement européen, pendant un certain temps, moins ces derniers temps, c'est vrai, mais en tout cas pendant un certain temps, qui a été beaucoup plus progressif sur ces questions, beaucoup plus progressiste et beaucoup plus vers une solidarité avec la Palestine. Et tout doucement, je veux dire, a commencé quand même un peu à se ramollir ces derniers temps. Le véritable responsable, c'est le Conseil de l'Union européenne. Parce qu'en fait, le Conseil de l'Union européenne, c'est les représentants des États. Et c'est les représentants des États qui, aujourd'hui, malheureusement encore, en tout cas sur les questions internationales et sur ces questions de relations, relations internationales, ça reste quand même eux qui ont pleine souveraineté. Ça veut dire que le Parlement européen, en fait, a très peu de pouvoir. Il a réussi à obtenir des résolutions, des directives, mais il a très peu de pouvoir. Par contre, là où il a eu, et c'est la raison pour laquelle on a réussi à faire voter des résolutions, là où il a eu le plus de pouvoir, c'était lorsqu'il s'agissait des questions réellement communautaires. C'est-à-dire les échanges économiques, commerciaux, les programmes européens, voilà. Là, c'était du communautaire. Et quand c'est du communautaire, c'est-à-dire qu'il y a une décision qui est prise 50-50, 50 par le Parlement européen et 50 par le Conseil de l'Union européenne. Là-dedans, la Commission européenne, ce n'est qu'un bras exécutif, hein, c'est le gouvernement de l'Europe, rien d'autre. C'est-à-dire qu'il exécute ce qu'on lui dit de faire. La Commission européenne n'a aucun pouvoir politique, ça il faut le savoir. Elle influence beaucoup, ça c'est clair. Elle soumet, elle propose, mais celui qui tranche quand même dans la réalité, c'est le Conseil de l'Union européenne. C'est-à-dire en clair, pour ceux qui ne le savent pas, c'est les représentants des États, souvent les représentants, c'est-à-dire les ministres des Affaires étrangères, ou les ministres de l'Union européenne quand il y en a dans certains États. D'accord ? Et c'est eux qui ont très souvent le pouvoir. Alors, il faut savoir aussi que dans les accords bilatéraux, un petit rappel historique quand même pour ceux qui ne savent pas, les accords bilatéraux ont commencé à être négociés en 1975. Ça date pas d'hier. Je veux dire, et ils ont été renouvelés régulièrement. En 80-95, ils venaient juste d'être renouvelés, et il y avait une commission qui travaillait sur, parce qu'il y a des commissions
d'évaluation qui se font entre chaque renouvellement et qui permettent d'apporter, je veux dire, une vision des choses. C'est un peu technique, mais c'est important de le savoir, parce que ça permet aussi de comprendre pourquoi on a réussi à faire passer des résolutions, on vous en parlait de 2 ou 3, et pourquoi on n'arrive pas à aller plus loin. Je veux dire, ça explique ça. L'un explique l'autre. Il est clair que, par exemple, lorsque la Commission européenne a laissé passer certaines choses, c'est souvent le Conseil de l'Union européenne qui a bloqué. Alors, lorsqu'il y a eu les accords bilatéraux, c'est des accords qui ont été adoptés avec un objectif premier, qui était un objectif économique. Donc, automatiquement, c'est la Commission économique et de développement économique et de partenariat économique qui avait beaucoup plus, je veux dire, la mainmise là-dessus. Et c'est comme ça qu'il y a eu des accords qui ont été passés. Mais il y a eu 2 articles qui sont passés à cette époque. Ça, il ne faut pas l'oublier. Il y a eu l'article 2 qui rappelait l'obligation du respect des droits de l'homme, les droits humains, liberté, droits fondamentaux, liberté de circulation. C'est un article fondamental quelque part. Il a permis quand même de faire passer quelques résolutions après. Et puis il y a eu l'article 83, mais l'article 83, il ne faut pas l'oublier, il a réussi à émerger en 2015 seulement. Et cet article 83, c'est l'article qui permet de dire, c'est ce que nous on appelle souvent la traçabilité. Ça concerne la traçabilité des produits. Ça permet de dire que tel produit, il vient d'Israël, ou tel produit, il vient d'une colonie israélienne, donc d'une Palestine occupée. Et c'est grâce à cet article 83 que l'on a pu réussir dans une des résolutions. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est très important. Le Parlement a réussi à faire voter quand même dans une des résolutions que les produits qui viendraient des colonies israéliennes, c'est-à-dire ceux qui viendraient des territoires palestiniens occupés, devaient être exclus des accords économiques. Ça a déjà été appliqué ? Non, justement. Ça a été voté. Ça a été adopté à la majorité en 2015. Il y a eu le vote en 2002, qui était un vote essentiel le 10 avril 2002. Une date que je n'oublierai jamais, c'était ma résolution. C'est toi qui l'as présenté ? Oui, c'est vrai qu'il l'ai présenté. Plusieurs personnes qui étaient dans mon groupe et contre mon avis. Hein. Et par contre, j'ai eu souvent des alliances. Alors là, c'est marrant, mais j'y reviendrai 2 minutes après. Mais cette résolution a permis, de dire on gèle les accords d'association, parce qu'il y a les droits fondamentaux qui sont bafoués, qui sont violés. Et puis il y a eu après donc le fameux article 83 qui a été aussi adopté dans la résolution, qui permet de dire on exclut de tous nos accords économiques les produits qui viennent des territoires. Alors la résolution 2002, c'est une résolution qui vaut le détour. Je rappellerai quand même que je revenais du massacre de Jenin en 2001 avec tous ces morts. J'avais été à cette époque, Yasser Arafat était encore à la Mokata, enfermé. On était quelques-uns, quelques-unes, et on a été encerclés par l'armée israélienne en Palestine occupée, pas en Israël. On nous a tiré dessus, on a été. Enfin, c'était ce qu'il y avait de pire, parce qu'en plus, on y était en tant que parlementaire. Hein. On n'y était pas en tant que visiteur comme ça, on y était dans une délégation officielle. Pour vous dire comment ils méprisent complètement tout. Je veux dire, ils s'en foutent. Hein. On y était dans une délégation officielle, on nous tire dessus, enfin, c'était un truc comme ça. Et on arrive sur Jenin, et là, on voit. Je veux dire, je ne raconterai pas ici ce que j'ai vu, parce que j'en ai pas dormi pendant des mois. Et on est revenu complètement révolté. Et à ce moment-là, on fait cette résolution en disant on ne peut pas se taire et on demande à ce que nos accords d'association soient gelés. Parce qu'il est inacceptable, je veux dire, que des droits soient bafoués comme ça, que des crimes, je m'excuse de le dire des fois, mais c'était c'est des crimes, c'est des crimes humanitaires. Donc, on décide de dire on fait une résolution. Et au moment où on décide de faire cette résolution, moi j'étais à cette époque verte, enfin dans le groupe des Verts. Que j'ai lâché après. Voilà, donc j'étais dans le groupe des Verts, et c'est vrai qu'à cette époque, je ne vais pas dénoncer des personnes, mais y compris chez les Verts,
notoirement connus qui se sont opposés à cette résolution. Mais ils se sont opposés, considérant bien sûr qu'on était des antisémites déjà à l'époque. Ben oui, considérant que finalement Israël se défendait, était en train de défendre leur survie. Il ne faut pas oublier qu'on se faisait canarder en Palestine occupée, pas en Israël. C'est pour ça que j'ai bien précisé au début. On n'était pas en Israël. En tant que parlementaire. On était parlementaire, en mission, avec une mission parlementaire, je veux dire, en Palestine occupée, et malgré ça, je veux dire, on se fait canarder, et on nous dit que Israël était en train de s'auto-défendre, de défendre leur survie. Donc pour eux, c'est vrai que la Palestine occupée, c'était Israël. C'était Israël, c'était déjà Israël, c'est clair. Et puis, on a eu aussi beaucoup, y compris, alors au Parti Socialiste, on n'en parlait pas, c'était là. Finalement, il y a eu le groupe du Parti Communiste qui était beaucoup plus majoritaire avec nous, les Verts allemands, les Verts hollandais, comment ils étaient, les Verts, nordiques. Mais et les communistes, dans les communistes, il y avait aussi le groupe de ce qu'on appelait Verts et Rouges, qui était communiste, un groupe communiste. Danemark, voilà. Ouais. Et ceux-là, c'est vrai que ceux-là, ils étaient le sentiment de culpabilité. Vous savez, on critique bien le sentiment de culpabilité. Et donc ceux-là n'ont pas voulu voter. Eh bien, vous allez rire. C'est quand même incroyable. J'ai réussi à faire passer ma résolution parce que pour la première fois de ma vie, j'ai été négociée avec des héros. Je veux dire, c'était la dernière aussi. Mais des fois, parce que c'est le groupe libéral, et en particulier le libéral de Grande-Bretagne, il faut savoir que c'est pas n'importe lequel, le groupe libéral de Grande-Bretagne, et des libéraux, en particulier aussi Pays-Bas, de la Belgique et tout. Belgique, petit pays, qui a été le seul pays courageux, qui a dit, on gèle l'accord avec les armes. Petit pays courageux. Et donc on a été négocié avec des libéraux. Et c'est comme ça qu'on a obtenu la majorité avec 269 voix et beaucoup d'ailleurs de contre, 208, et un petit nombre d'abstentions, 22. Mais même si les abstentions n'avaient pas voulu, voter pour nous, on gagnait quand même, grâce aux libéraux à cette époque. Et il faut le comprendre. Pourquoi ? Parce que les libéraux, derrière tout ça, ils se sont dit, il va y avoir un problème économique important. Il va y avoir... pour ça, ça marche. Il va y avoir un problème économique important au niveau du commerce et tout. Et c'est comme ça qu'on a réussi à faire passer cette résolution. Mais ce que je voudrais dire, c'est que cette résolution, malheureusement, elle a tout de suite été abandonnée, pratiquement. Elle a été votée, comme je vous le dis, le 10 avril 2002. Le 23 avril. Attendez, avant. Le 23 avril 2002... Ok, c'est-à-dire quelques jours après, on avait eu, comment il s'appelait, Busquin qui était commissaire à la recherche à cette époque, qui avait déjà dit clairement qu'il fallait désavouer cette résolution qui avait été votée démocratiquement par le Parlement, parce qu'elle était dangereuse, pour les relations économiques et le partenariat et le programme 2002 qui se préparait. Ça, il faut aussi le savoir. Je veux dire, et le plan 2002 était en train de se négocier déjà. Et en août 2002, je veux dire, on a eu carrément la Commission européenne, bras armé qui exécute, qui nous a annoncé tranquillement que le Conseil de l'Union européenne bloquait cette résolution. Ce qui montrait bien quand même que c'est une fois de plus de la responsabilité des ministres des Affaires étrangères qui étaient représentants et qui avaient le pouvoir dans cette affaire, qui, eux, bloquaient une décision démocratique du Parlement. Ça, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu vote. Il y a eu vote. Oui, mais le vote... c'est la mise en œuvre. Non. Le vote, il n'y a pas de problème. Le vote, il a été adopté. Oui. C'est-à-dire que sa mise en œuvre et son respect, je vais dire gel des accords d'association, ce qu'on a appelé boycott après, d'ailleurs, le gel des accords d'association qui devait être une réalité, qui devait être... puisqu'il a été adopté, qui aurait dû être mis en œuvre, a été bloqué, si vous préférez, c'est une des possibilités. Le Conseil de l'Union européenne a la possibilité de bloquer, je veux dire, des résolutions. Et il a été bloqué. Et on nous l'a dit, mais tranquillement. Je veux dire, sans nous faire, sans nous dire, voilà. Violation démocratique, le Parlement vote, mais c'est pas grave. Le Conseil de l'Union décide de bloquer. Et là, ça a été, je veux dire, une folie. Ça a été tout le monde...
je reconnais que au sein du Parlement, on a eu quand même des gens qui n'avaient pas voté pour la résolution, mais qui se sont manifestés pour dire que ce n'était pas acceptable de bloquer quelque chose qui avait été adopté. Il y en a eu quelques-uns. Il faut savoir aussi que en 2002, donc, suite à ça, suite à 2002, en 2003, on a commencé à mettre en œuvre le boycott universitaire. Les gens ne le savent pas toujours, mais le premier boycott universitaire avait été adopté le 14 décembre 2002, par un conseil d'administration de l'université de Paris 6, Pierre et Marie, où je suis allée intervenir justement pour présenter cette résolution, et où, alors à la grande surprise générale, le conseil d'administration a voté une résolution qui, là, une fois de plus, a été votée par le conseil d'administration et qui a été immédiatement bloquée, je veux dire, par le staff de l'université. La présidence, le conseil d'administration scientifique, je ne sais pas quoi, enfin, tous les trucs là qui nous sortent après. Et pourtant, c'est là qu'il y a eu pour la première fois à Paris 6 une motion qui votait clairement un boycott universitaire qui disait on ne fera pas d'échange universitaire avec les universités israéliennes puisqu'ils ont fermé certaines écoles et certaines universités et qu'ils empêchent des étudiants palestiniens d'aller, je veux dire, à leur université. Ce qui était fort quand même, fort. Malheureusement, je veux dire là aussi. Et c'est, après, vous savez que tout ce qui s'est passé, 2003, 2004, il y a eu tellement de crimes qui se sont, accumulés. Et puis toujours une commission qui était paralysée, qui ne faisait rien. Un parlement qui continuait à bouillir parce que rien ne se faisait. Et donc, c'est à ce moment-là qu'a été décidé de rencontrer des parlementaires, y compris des représentants de la société civile, palestinienne, dont plusieurs représentants de la société civile palestinienne, dont d'ailleurs Omar Barghouti, et que le premier appel au boycott est arrivé. Le premier appel au boycott en 2005 est arrivé suite à la violation, je veux dire, à ce gel des accords d'association qui n'avaient jamais été mis en œuvre. Et c'est de là que la société palestinienne, la société civile, j'entends bien, et des responsables palestiniens ont lancé des appels. Ça, c'est important. Alors, il faut dire quand même, en quelques minutes, je ne vais pas être trop longue, mais je voudrais quand même rappeler 3 ou 4 plans qui ont été votés après, au mépris total, je veux dire, des parlements. Pourquoi au mépris total des parlements? C'est qu'on ne les a même pas proposés aux parlementaires. On avait tellement peur qu'ils soient bloqués une deuxième fois qu'on ne les a même pas proposés. C'est-à-dire que la Commission européenne les a mis en œuvre directement après une réunion de ce qu'on appelait le comité de l'Union européenne qui travaillait avec le Conseil de l'Union européenne. Il y en a eu 3. Il y a eu notamment le plan qui prévoyait la possibilité, je les ai bien marqués parce qu'ils sont assez importants. Il y a eu un plan d'action qui prévoyait la possibilité pour Israël d'adhérer au protocole des conventions internationales, et en particulier, tenez-vous bien, les conventions internationales des droits de l'homme. Je veux dire, c'est assez quand même un peu gros. Il y avait également le cadre du programme de recherche Horizon 2000, qui lui était très important, parce qu'il donne des subventions européennes à Israël pour des projets qui impliquent des entreprises militaires et qui permettent la fabrication, la recherche, l'innovation de matériel militaire à usage militaire. Après, l'Europe va se dire l'Europe de la paix. On subventionne la recherche militaire. Ça, c'est très grave. Et ça, c'était dans le cadre du programme de recherche qu'on a appelé, vous avez dû entendre parler à cette époque, Horizon 2000. Et puis, il y a eu après, bien sûr, tous les accords concernant les fameux réchauffement, enfin, vous savez, pour essayer de redevenir des amis, notamment en particulier, et ça, c'était en termes de partenariat économique, scientifique, il y a eu des échanges qui se sont faits à tout moment. Les plus gros et les plus importants ont été faits, alors même s'il y a eu, il faut le reconnaître, une petite phase de récession entre 2002, 2003, 2004, en 2005, ils sont repartis de plus belle. D'autant plus qu'en 2005, on a renouvelé les accords d'association. On les a renouvelés, et pire que ça, on les a rehaussés. Vous avez entendu parler du rehaussement. On les a rehaussés. Ce qui veut dire en clair, pour que vous le sachiez bien,
on a permis, par exemple, à ce que les produits des marchandises d'Israël ne soient plus taxés. Ils rentrent en Europe comme des produits européens. Il n'y a plus de frais de douane. Il n'y a plus de taxes de douane. L'autoroute. C'est l'Europe. Voilà. Et ça, il faut aussi le savoir. Et puis, il y a eu un autre projet européen qui était un projet très grave, à mon sens, c'est celui qu'on a appelé l'Autren. L'Autren, c'est un projet qui permet de développer toutes les technologies à méthode policière, à méthode de recherche, de répression, d'interrogation, de surveillance, de contrôle. Et figurez-vous bien que ce projet européen, non seulement il a été financé par l'Europe, mais mieux, on a eu des parlementaires français qui ont demandé, parce que rappelez-vous quand même, je veux dire 2001, ça a été une période, après septembre, ça a été une période où il y a eu quand même beaucoup de trucs. Eh bien, on a eu des parlementaires français qui ont demandé à ce qu'un partenariat soit signé pour qu'on puisse s'inspirer des méthodes d'Israël pour lutter contre le terrorisme, pour contrôler, pour surveiller, et pour, quand on arrête les gens, les méthodes d'interrogatoire, les méthodes... Mais c'était une folie, quoi, je veux dire. Et ça a été proposé, ça n'a pas abouti celui-là, mais c'est quand même une proposition qui nous est venue de parlementaires français. D'accord ? Il ne faut comme pas l'oublier. Et puis le dernier, à mon sens, qui est un des plus graves parce qu'il est renouvelé régulièrement, c'est celui qu'on appelle le ciel européen. Le ciel européen, c'est la surveillance du ciel à travers un programme qui permet de surveiller et de envoyer par exemple des drones. Les drones qui aujourd'hui peut-être en Syrie où font la chasse, soi-disant des djihadistes, mais qui en Palestine ne font pas la chasse des djihadistes. Ils surveillent, font la chasse et font de l'assassinat ciblé. Il ne faut pas l'oublier, c'est des assassinats ciblés. Et ça a été adopté par le programme Le Ciel européen. Malheureusement, un programme et un projet de loi donc, qui a été adopté entre l'Union européenne et le gouvernement israélien le 31 août 2016. Le 31 août 2016, ce qui n'est pas si vieux que ça. Vous voyez ? Alors ça, c'est quand même quelque chose d'assez important. Et puis, il y a eu aussi l'accord et la subvention du Parlement européen sur la recherche pharmaceutique. Teva, ça vous dit quelque chose, n'est-ce pas ? Teva a reçu des subventions de l'Europe pour installer ses laboratoires dans le cadre de la recherche des produits industriels et pharmaceutiques, parce qu'Israël devenait un des plus grands exportateurs de produits pharmaceutiques et devait poursuivre sa recherche. Et ça aussi, ça a été signé le 23 octobre 2013. Alors, entre le projet Galileo, qui est le fameux projet du ciel européen, qui permet, avec les drones et ça, Galileo, vous avez dû entendre parler de Galileo. Voilà. Entre celui, oui, qui est le fameux programme de ce qu'on appelait, nous, le ciel européen. Et puis, entre celui-ci, entre la recherche des produits pharmaceutiques, celui sur la recherche des produits, du matériel militaire, celui concernant la recherche sur, tout ça, et le pire, non contrôlé. Non contrôlé. Et en plus, c'était, c'est-à-dire le beurre et l'argent du beurre, c'est-à-dire qu'ils prenaient l'argent et en plus ils ne payaient pas de taxes. Et ils inondaient le marché européen. C'est la raison pour laquelle je crois que la question européenne, surtout aujourd'hui, alors que la campagne européenne est en train de commencer, il ne faut pas la négliger. Je crois qu'on a besoin d'envoyer au Parlement européen des gens qui auront le courage de monter au créneau, qui auront le courage de dire stop, même si malheureusement le Conseil de l'Union européenne va continuer à bloquer. Nous, ça nous a permis de faire du bruit. On n'a pas gagné en termes d'économie commerciale, certes, puisque notre résolution a été bloquée. Mais on a gagné en termes politiques. Parce qu'on a fait du bruit, on l'a fait savoir. Tout ça, ça se faisait dans le silence. On l'a fait savoir. On l'a tellement fait savoir qu'il y a eu, moi, ma voiture, elle a brûlé en bas de mes fenêtres. Il y a eu, des menaces sans arrêt. L'ambassade, bien sûr, est arrivée. On a eu des problèmes pas possibles. Mais parce plus on avançait, plus on avait compris qu'on avait réussi et qu'on réussissait doucement à isoler Israël. La preuve, c'est qu'on l'a isolé.
c'est-à-dire quand la Palestine réussit à rentrer dans l'Assemblée générale de l'UNESCO, réussit à rentrer tout doucement dans les différentes organisations internationales, ça montre bien que peu à peu Israël recule, peu à peu il est de plus en plus isolé. Mais il faut qu'on ait des personnes qui puissent avoir le courage de monter au créneau là-dessus. Et je crois qu'aujourd'hui, c'est important. Surtout aujourd'hui où maintenant, l'Europe, je veux dire, a l'air de s'ouvrir complètement, puisque Israël, c'est devenu l'Europe. Hein. Plus de problème. La preuve, Eurovision. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux, une gueule toute noire, des carreaux tout bleus. Il reste des heures sans dire un seul mot, assis près du poêle, au fond du bistrot. Ce gars-là, une roulotte se promène dans sa tête, et quand elle voyage, jamais ne s'arrête. Des tas de paysages sortent de ses yeux. Mon pote le gitan, c'est un gars curieux. Mon pote le gitan, c'est pas un marrant, et dans notre bistrot, personne ne comprend. Comme tous ces gars-là, il a sa guitare, une guitare crasseuse qui vous colle le noir. Quand il se met à jouer, la vieille roulotte galope dans sa tête, les joueurs de bolotte s'arrêtent et plus rien. On a mal en dedans, mon pote le gitan, c'est pas un marrant. Mon pote le gitan, un jour est parti, et Dieu seul sait où, il balade sa vie. Ce type-là était un grand musicien, ça j'en étais sûr, moi je le sentais bien. Le taulier m'a dit qu'on est venu le chercher, un grand music-hall voulait l'acheter. Mon pote le gitan, il a refusé, un haussement d'épaule et il s'est taillé. J'ai eu l'impression de perdre un ami, et pourtant ce gars-là ne m'a jamais rien dit. Mais il m'a laissé un coin de sa roulotte, et dans ma petite tête, y a du rêve qui trotte. Sa drôle de musique en moi est restée, quand je pense à lui, m'arrive de chanter. Toi sacré gitan, qui sentait le cafard, au fond ta musique était pleine d'espoir. C'était la chanson Mon pote le gitan, interprétée par Mouloudji, et on va passer donc à l'intervention de Jean-Guy Greisheimer de BDS et de l'UJFP, qui va nous faire une présentation aussi sur l'antisionisme et l'antisémitisme. Bon, alors moi j'ai apporté des éclairages complémentaires sur la nature de l'antisionisme, sur l'antisémitisme aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est, sur l'importance du mouvement BDS. C'est un mouvement qui n'est pas... L'enjeu n'est pas seulement, bien sûr, à soi seul ça suffirait, mais l'enjeu n'est pas seulement la survie d'un peuple. Dans BDS, c'est l'engagement pour BDS, c'est une question qui est interne à des pays comme la France. Voilà. Et après, donc, on pourra parler aussi de l'Eurovision. Voilà. Alors, concernant la nature de l'antisionisme, son origine, son histoire, Ramzi, tu as écrit un bon article là dans le média, là, et il y a une personne qui t'a répondu en disant vous contestez tout le temps la notion d'État juif, mais il y a bien des États musulmans qui se réclament de la religion musulmane, comme l'Algérie, et qui ne sont pas pour autant recommandables. Voilà.
Alors, je vais me faire un peu provocateur, disons, imaginons une situation fictive, quoi, beaucoup de Juifs après la guerre, après la Deuxième Guerre, n'ont plus envie de retourner dans leur pays d'origine et envie de s'installer en Palestine. Alors donc imaginons qu'une population juive s'installe en Palestine sans aucune pratique coloniale, en respectant intégralement les droits de la population autochtone palestinienne, et à un moment donné deviennent majoritaires sans qu'il y ait eu de Nakba, hein, évidemment, et sans avoir enfreint les droits humains. Et imaginons que cette population juive, elle ait une conception de la judéité un peu, disons, comme l'UJFP, c'est-à-dire le respect intégral des droits humains, des peuples, tout ça. Et que la population juive devenant majoritaire, l'État finisse par se dire État juif, tout en respectant les gens qui pratiquent pas de religion, tout en se basant sur une conception antiraciste de la judéité, etc. Alors, est-ce que ça serait vraiment choquant? Pas forcément. En fait, tout vient de la nature du sionisme. Voilà. Hein, parce que faut pas confondre juifs avec sionistes. Et de même, des États musulmans qui respectent intégralement les droits des gens. Moi, voilà, je suis pas contre. Voilà. Et donc là, il faut bien comprendre que le sionisme, c'est basé sur l'idée que les Juifs ne pourraient jamais s'intégrer à la population environnante, ne pourraient jamais combattre le racisme, l'antisémitisme dont ils sont victimes, sans qu'ils passent par la création d'un État qui leur serait réservé exclusivement. C'est ça la base du sionisme. Et en cela, ça rejoint directement l'antisémitisme, hein, puisque l'idée de base, c'est de dire que les Juifs ne peuvent pas se mélanger avec d'autres populations. Faut qu'ils soient à part. C'est exactement la même chose que disent les antisémites. Voilà. Et donc il n'y a pas lieu de s'étonner qu'il y ait beaucoup d'antisémites qui sont sionistes. Hein, par exemple, les évangélistes des États-Unis qui soutiennent Israël en disant les Juifs sont très bien pour garder Israël avant que le Christ revienne, et quand le Christ reviendra, eh bien les Juifs ou bien ils se convertissent ou alors ça sera l'enfer pour eux. Voilà. Et donc ces évangélistes sont dans le même camp que Trump. Hein. Voilà. Et donc ça, c'est un exemple qui montre qu'on peut très bien être sioniste et complètement antisémite. Voilà. Alors donc, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que le sionisme est apparu à une époque qui était l'époque je pourrais dire du stade suprême du colonialisme dans les pays européens. À l'époque où le sionisme est apparu, il y avait des massacres coloniaux. Je pense à l'exemple de Madagascar, par exemple. Les massacres coloniaux à Madagascar, c'était à la même époque que l'apparition du sionisme. Mais à cette époque-là, donc les généraux massacreurs
non seulement ils bénéficiaient d'impunité, mais en plus ils étaient promus. Quelqu'un comme Gallieni, et voilà, il y a toujours les rues de Gallieni, tout ça. Donc à cette époque-là, c'était cette ambiance-là qui prévalait, pas seulement matériellement, mais idéologiquement aussi. À cette époque-là, il y avait un Jules Ferry qui est glorifié parce qu'il a instauré l'instruction publique, etc. Mais ce monsieur soutenait à fond les entreprises coloniales. Il disait il faut conquérir Madagascar parce qu'on a besoin de débouchés, etc., etc. Donc les initiateurs du sionisme, à savoir quelqu'un comme Theodor Herzl, étaient complètement imprégnés de cette idéologie coloniale. Et à la limite, il y a même eu des écrits de Herzl où il disait qu'en fin de compte, l'antisémitisme, ça gêne pas tant que ça, quoi. Parce que lui, ce qu'il veut, c'est la création d'un État juif. Voilà. Donc parti sur ces bases coloniales, c'est comme ça que le sionisme s'est installé progressivement en Palestine. Comme bien entendu, ça je pense que vous le savez tous, jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale, le sionisme était très minoritaire dans les populations juives. Les populations juives étaient vraiment majoritairement antisionistes et aussi les rabbins. Le sionisme n'est devenu majoritaire qu'à l'issue de la Deuxième Guerre. C'est triste à dire, mais la majorité de la population juive est quand même sioniste. Voilà. Pas toute la population juive. Et il y a de plus en plus de juifs qui se détachent de la politique d'Israël. Il y a beaucoup de juifs dans le mouvement BDS aussi. Voilà, ça je ne nie pas. Hein, voilà. Et ce que je voulais dire là, c'est que avant la guerre, le sionisme, malgré qu'il était minoritaire, avait déjà forgé tout son appareil politique à l'intérieur de la Palestine. Il y avait un syndicat réservé qu'aux Juifs, qui était aussi pas seulement un syndicat, mais un pilier de la future économie israélienne. Il y avait le Fonds national juif créé déjà en 1901 pour accaparer les terres palestiniennes par tous les moyens. Voilà, tout cet appareil était déjà installé et après, donc, il y a eu la Nakba et il y a eu donc le développement progressif de la politique sioniste israélienne jusqu'à en arriver au stade d'aujourd'hui. Et cette politique israélienne est appuyée sur différents thèmes. D'abord l'escroquerie qui est l'argument d'un peuple qui reviendrait chez lui après 2000 ans d'exil. Et il y a aussi le chantage permanent à l'antisémitisme qui est absolument ignoble, hein, puisque ce chantage à l'antisémitisme, son but, c'est de servir à martyriser un peuple, à l'exclure, etc. Donc voilà, donc ça c'est un contexte sur lequel je voulais revenir. Maintenant, concernant l'antisémitisme, je pense qu'il est important pour nous de s'intéresser à la question de l'antisémitisme, pas uniquement en tant qu'étant des antisionistes qui ne sont pas antisémites. Tous les racismes ont leur particularité. Hein. Le racisme anti-musulman, le racisme anti-Roms, par exemple, l'image les Roms sont tous des voleurs ou machin comme ça. Voilà. De même, l'antisémitisme, c'est un racisme qui a ses particularités que vous connaissez. C'est une image
complotiste des Juifs, que les Juifs tirent les ficelles pour dominer le monde, qui s'insinue partout, à la fois chez les capitalistes et à la fois chez les révolutionnaires, qui tirent les ficelles. Ils sont surreprésentés dans les médias. Ceux qui dirigent la finance mondiale s'en est arrivé jusqu'à des choses comme l'attentat contre les World Trade Center là en septembre 2001, que c'est quelque chose qui avait été préparé par les Juifs. Il y a toujours des gens qui croient des choses comme ça. Voilà. Bon, c'est vrai que l'antisémitisme dans la population française n'est pas majoritaire. Il y a un racisme anti-musulman qui est plus fort, anti-rom aussi, tout ça. Mais malgré tout, l'antisémitisme existe bel et bien, et ça serait complètement erroné de notre part de rentrer dans une concurrence des racismes. Que voilà, tous les racismes sont intégralement à condamner. Donc je pense que par rapport à l'antisémitisme, il faut le condamner en tant que racisme, pas uniquement sur le fait que ça sert pour faire taire les antisionistes. Bien sûr que ça sert pour faire taire les antisionistes, mais il faut aussi l'évoquer comme un racisme particulier qui existe bel et bien, même s'il est manipulé. Voilà. Parce qu'autrement, on va nous fourvoyer dans des thématiques, tout ça. Voilà. Alors maintenant, je voudrais dire un point particulier sur le mouvement BDS, l'importance de ce mouvement pour nous en France. Hein. Le BDS, c'est l'un des grands engagements de notre époque. C'est un engagement international et c'est un engagement aussi, si on veut transformer la situation ici. Hein, à savoir que le BDS a une importance pas seulement pour la survie du peuple palestinien, ce qui est déjà suffisant pour justifier le BDS, mais aussi pour deux autres raisons. Une première raison, c'est la dangerosité de l'État d'Israël et des États alliés, hein, comme les États-Unis de Trump, comme le Brésil de Bolsonaro. Voilà, c'est leur dangerosité pour la paix dans le monde. Israël est un marchand d'armes, vend son matériel de répression à beaucoup de pays, a comme argument de vente que c'est un matériel qui est performant parce qu'il a été testé contre les Palestiniens, et Israël vend non seulement les armes, mais vend aussi sa politique sécuritaire. Hein, il y a des rencontres entre police, ça a été le cas en Europe, c'est le cas aux États-Unis aussi, et on parle en France, il y a beaucoup de courants politiques de droite ou d'hommes politiques d'israélisation de la sécurité en France. Hein, donc il y a la volonté de développer une politique qui permet d'écraser les mouvements populaires, hein, en utilisant les méthodes d'avant-garde, c'est entre guillemets là, d'Israël. Israël sert de modèle, de laboratoire, voilà. Et donc les guerres à Gaza servent notamment de laboratoire. Voilà. Donc ça c'est un premier point. Voilà. Alors donc et le deuxième point, ça concerne le vivre ensemble. Nous sommes directement concernés
un grand nombre de pays dans le monde, en particulier les pays occidentaux, des pays comme les États-Unis, les pays européens, tout ça. Parce que Israël est à l'avant-garde d'un type de société raciste, où les gens sont hiérarchisés selon leur origine communautaire, où il y a des communautés qui de fait sont supérieures à d'autres. Et Israël pratique ça non seulement contre les Palestiniens, mais à l'intérieur même de la population juive. C'est-à-dire que la population majoritaire, c'est ceux qui sont issus des juifs européens, les Ashkénazes, et les autres communautés, originaires des pays maghrébins, et aussi les juifs falachas, d'Éthiopie, sont des citoyens qui sont également discriminés. Voilà. Donc de ce point de vue-là, nous avons à développer le mouvement BDS pour que le mouvement BDS ait un plus grand développement. Il faut faire comprendre aux gens que ça concerne évidemment le peuple palestinien, mais ça ne concerne pas que ça. Ça concerne aussi notre vie ici, que c'est un grand engagement. À toutes les époques, il y a eu des grands engagements internationaux. Il y avait eu contre la guerre du Vietnam, contre l'apartheid sud-africain, et à notre époque, donc c'est le BDS. Mais même s'il y a des atrocités tout aussi importantes que contre les Palestiniens dans d'autres pays dans le monde. Il y a des pays dans le monde, comme je ne sais pas moi, le Congo en Afrique par exemple, c'est quelque chose d'absolument atroce, des millions de morts, une exploitation pour les métaux précieux qui rentrent dans la composition des smartphones, des choses. Il y a des choses vraiment qui sont tout aussi atroces, mais il n'en demeure pas moins. Malheureusement, les engagements, l'impact des engagements, malheureusement, ne se mesure pas forcément proportionnellement au nombre de morts que ça a suscité. Voilà, il faut voir la situation politique. Voilà. Que je termine et après d'autres pourront compléter aussi sur la revision. Donc par rapport au BDS, il y a une dimension qui est extrêmement importante, c'est le boycott culturel. Parce que ça permet de montrer ce qu'est cet état d'apartheid. Ça fait la vérité, ça ne plaît pas du tout à Israël. Il faut avoir conscience, le boycott économique, c'est quelque chose de très important. On marque des points. Malheureusement, il faut reconnaître que l'économie d'Israël est quand même encore assez forte. Les start-up, le high-tech, l'armement, tout ça. Voilà. Alors que quand il y a des artistes qui sont invités officiellement, qui refusent d'aller en Israël, qu'en plus de ça, ça se propage, ça vraiment, ça plaît pas du tout. Et donc le boycott culturel, faut insister là-dessus. Et c'est donc dans ce cadre-là que la campagne contre l'Eurovision s'est développée. C'est une campagne internationale et qui est, il faut pas oublier quand même que le contexte actuel par rapport à Israël, c'est deux grands événements qui ont eu qui se poursuivent. C'est les atrocités à Gaza, tous ces tués contre des manifestants pacifiques, et puis les jeunes qui ont été délibérément
visés pour devenir des estropiés pendant toute leur vie. Donc l'accentuation des atrocités, hein, et un autre événement qui fait partie du contexte, c'est que Israël s'est officialisé lui-même comme État d'apartheid. Hein, à savoir que le 19 juillet, il y a eu le vote d'une loi, la loi État-nation, qui est à valeur constitutionnelle et qui déclare que c'est les Juifs qui sont maîtres de l'avenir du pays. La langue arabe n'est plus langue officielle. La colonisation est ouvertement encouragée. C'est dans ces lois. Voilà. Qu'il sera tout fait pour que les Juifs de la soi-disant diaspora soutiennent Israël. Donc c'est un État qui se déclare lui-même État d'apartheid. Donc il est bien évident que dans ces conditions, pour toute personne un tant soit peu de conscience, quoi, et puis qui cherche à comprendre le monde, il est hors de question d'accepter de participer au concours de l'Eurovision. Voilà. Et donc c'est dans ce contexte que la campagne s'est développée. Il y a une chose qui est quand même intéressante à rapporter, c'est qu'il y a des courants politiques qui jusque-là étaient très timides par rapport au boycott culturel et qui maintenant, ne serait-ce que par la pression de l'évolution de la situation, deviennent plus ouverts, comme le collectif national pour une paix juste et durable. Donc a proposé à BDS de faire campagne ensemble. Ça ne veut pas dire qu'on est forcément sur la même longueur d'onde pour toutes les meilleures façons de réagir, tout ça, mais c'est quand même un progrès, disons, de voir que des courants qui étaient plus timides, il y a même des courants comme le MRAP ou le Mouvement de la Paix qui ont progressé, hein. Voilà, qui sont peut-être pas encore au même niveau que nous, quoi, mais ils ont progressé, voilà. Voilà, donc après ces présentations, en fait, on s'est retrouvés, on devait être une petite vingtaine dans cette salle République à Montreuil. Et là, il y a eu plusieurs interventions de militants. Et en fait, j'étais très heureuse de voir qu'il y avait des militants qui étaient là, qui avaient participé à ce qu'ils avaient fait à l'Eurovision, justement, de monter sur la scène de l'Eurovision pour la finale, la demi-finale, en brandissant des panneaux pour boycotter l'Eurovision à Tel Aviv. Et donc, ceux qui ont participé à ces actions se sont exprimés sur pratiquement, même concrètement, comment ça s'était passé, quels avaient été les repérages, comment ils ont pu monter sur scène, comment ils se sont mis face aux caméras. Donc il y a Mohamed qui a parlé, il y a Vicente, il y a Sonia aussi qui racontait comment il a fallu faire aussi tous les repérages auparavant, comment la police en fait était hyper présente et qu'on pouvait même plus rentrer après avec un gilet, il fallait presque arriver en t-shirt, en pantalon. Sonia expliquait que même un spray de ventoline était interdit. En fait, ils avaient vraiment peur qu'il se passe quoi que ce soit. Donc Jean-Guy a participé aussi, il racontait son expérience, être retenu au moment où on peut partir pendant une demi-heure par la police, questionner. Enfin, donc c'était vraiment intéressant d'avoir ce retour en direct justement de cette intervention sur l'Eurovision. Hein. Même si bien on est d'accord que l'Eurovision n'est pas un grand concours de chansons, mais en fait cette intervention des militants du boycott a été quand même spectaculaire et a fait le tour dans le monde entier quand même. Mais ce que j'aime, c'est que les flics qui filtrent tout le monde, il faut rentrer pratiquement à poil, mais enfin, ils laissent quand même passer les gens qui vont foutre le why dans la soirée, quoi.
Ça, c'est assez extraordinaire. Non, mais en fait, il racontait, par exemple, qu'ils étaient quand même repérés. Par exemple, Sonia disait que, je sais plus si elle avait participé à la finale ou la demi-finale, enfin, que dès qu'elle faisait un pas, on sentait que les flics quand même suivaient. Ils avaient quand même repéré quand même plus ou moins des gens, quoi. Ouais. Mais bon, c'était très vivant. Et moi, ce que j'ai beaucoup aimé aussi dans cette soirée, c'est justement cette liberté de parole, le fait que chacun ait pu s'exprimer avec son envie de dire, son expérience. Et donc j'ai passé vraiment une soirée stimulante qui m'a donc donné envie justement de présenter tout ça dans cette émission Intifada pour pouvoir en faire profiter peut-être un plus grand nombre, quoi. Oui, parce que je crois que avec tout ce qu'on lit sur ce qui se prépare pour réprimer ceux qui s'indignent de la situation qui est faite aux Palestiniens, c'est-à-dire qui critiquent l'État démocratique, immensément démocratique israélien, eh ben on a besoin parfois de se retrouver avec des gens qui pensent comme nous, parce que c'est quand même assez déprimant de subir toutes ces lectures, de subir toutes ces manipulations, toutes ces manigances du pouvoir et des pouvoirs pour essayer de réprimer, si vous voulez, de réprimer des voix qui disent les choses, qui disent la vérité, de gens qui ont envie que la paix règne enfin dans cette région du monde, que ce peuple palestinien ne soit plus opprimé comme il l'est actuellement, qui est une oppression assez effroyable. Voilà, c'est tout. Alors bon, évidemment, ma camarade qui est quand même assez impliquée dans toutes ces histoires, ça a dû lui faire du bien de se retrouver avec des gens qui pensaient un peu comme elle et des gens qui étaient vraiment engagés dans la lutte pour la libération de la Palestine. Ouais, c'était une soirée chaleureuse. En plus, il y a un couple là, je crois, qui avait fait un repas, donc on a mangé, et on a continué de discuter après par petits groupes. Donc ça, j'ai dû partir, il devait être 11h30 le soir, donc assez tard. Ça avait commencé à quelle heure ? 7h30. Ah oui, quand même, 4 heures, mais c'est pas mal. Ouais. Vous êtes toujours, et c'est quand même un scoop sur Radio Soupente, vous imaginez, c'est bien de vous incruster comme ça dans vos fauteuils. La station des Rapins, sans loi, sans foi, sans loi et sans courbette, l'émission Intifada ou le soulèvement du 26 février 2019. Et tout de suite, on va vous causer d'un film qu'on a regardé avec ma camarade au Méliès à Montreuil. Non, pas au Méliès, c'était dans le cadre des bobines sociales, c'était à la Bellevilloise. Comment je peux dire des stupidités pareilles ? À la Bellevilloise, attends, la Bellevilloise. La Bellevilloise à Ménilmontant. À Ménilmontant, voilà. Bien entendu. Je connais que la Bellevilloise à Ménilmontant. C'était Hamlet en Palestine. C'est un film franco-allemand de 2017 de Nicolas Klotz et Thomas Ostermeyer, donc qui va revenir sur la mort de Julio Mercamis en 2012. Julio Mercamis, c'est le fils d'Arna, et donc c'est le théâtre de Jenin, les enfants du théâtre de Jenin, donc ceux qui travaillent dans le camp de réfugiés à Jenin, et donc dont le Julio, qui avait repris la suite de sa maman, en fait, a été assassiné devant le théâtre. Et donc, lors d'une représentation d'Hamlet, en fait, les réalisateurs vont essayer de comprendre ce qui s'est passé et comment Julio a pu être assassiné et qui peut l'avoir assassiné. Donc, on va avoir une suite d'interviews, que ce soit avec des journalistes, que ce soit avec aussi Nabil El Raé, qui est directeur artistique de ce théâtre, les Israéliens. Par contre, du journal Haaretz, que pourtant on aime beaucoup ici. Il fallait vraiment se le faire, le mec, parce que c'était vraiment l'Israélien type tel qu'on puisse l'imaginer, qui est sûr de lui et que les Palestiniens, en fin de compte, c'était pas grand-chose. Voilà. Donc il y aura, c'est ça. On va alterner, en fait, il y aura des prises de vue de ce film Les Enfants d'Arna, qui avait été fait précédemment, et ces entretiens. Oui, sauf que on a vu à Ménilmontant, là, quand on y est allé avec ma camarade, c'était vendredi. Ou samedi, vendredi ? Oui, vendredi. Eh bien, il y avait une réunion, justement, un rassemblement en faveur, évidemment, toujours la même chose, de la Palestine. Il y avait du monde, quand même, quelques centaines de personnes, ce qui est pas mal, et une responsable
quelqu'un qui avait été en relation avec le théâtre de Jenin, que ma camarade a rencontré, était assez critique sur ce film en disant que il y avait beaucoup trop d'effets, de choses, voilà. Et effectivement, c'est ça qui est terrible, c'est un film qui relate des moments historiques terribles, voilà, sur ce drame de l'assassinat de ce metteur en scène de théâtre, juif lui-même, par sa maman en tout cas, et alors le réalisateur, voilà, il s'est fait plaisir en faisant des espèces de trucs complètement insupportables, comme si la bobine, ou comme si le cinéaste, il y avait des problèmes il était perturbé dans son travail, la bobine sautait, etc. C'était des effets, quoi. Et ça, c'est particulièrement pénible dans un film qui relate quand même des événements qui méritent mieux que des effets comme ça de bobine. Je sais pas comment on peut dire. Oui. Non, c'était un peu stupide et c'était très pénible. C'était un peu inutile, oui, tout à fait. Non, en fait, c'était mardi soir, c'était la réunion appelée justement, la manifestation appelée par l'UGFP, donc contre tous les racismes et contre l'instrumentalisation qui est faite actuellement. Et c'est là que j'ai rencontré Sonia Feynman, qu'on avait reçue dans l'émission Intifada. Voilà. Et donc voilà, mais c'est un film, on est content de l'avoir vu parce que je pense que c'est un film qui passe pas souvent, que du coup le Freedom Theatre, on y est quand même un petit peu attaché du fait d'avoir rencontré Sonia Feynman. Quand ils sont venus à Paris, moi j'ai hébergé Nabil pendant une nuit, 2 nuits. Donc voilà, donc en fait je pense qu'on avait très envie de le voir, quoi. Oui, mais attends, on avait vu un film semblable déjà. Les Enfants d'Arna. Les Enfants d'Arna, j'ai trouvé que Les Enfants d'Arna, c'était 1 million de fois supérieur. On en a plus appris dans Les Enfants d'Arna que dans ce film. L'émotion et la vérité étaient plus dans Les Enfants d'Arna. Voilà. Alors maintenant, on passe à l'agenda un peu de ce qu'il y a à faire. Alors, nous, ce qu'on a surtout retenu, c'est ce samedi 2 mars, il y a un concert pour Gaza à Paris avec l'ensemble Wadj. Donc c'est en soutien au projet de jardin d'enfants des diplômés de français de l'université Al-Aqsa de Gaza en Palestine pour former une génération ouverte aux autres et au monde qui garde espoir dans l'avenir, cultive la non-violence et la solidarité sociale intergénérationnelle. Donc ce concert pour Gaza, c'est samedi 2 mars à 14h, c'est à l'église Sainte-Mérie, 76 rue de la Verrie dans le 4e arrondissement, donc c'est au métro Hôtel de Ville. Et ce qui est intéressant, c'est une entrée libre avec une entrée gratuite avec libre participation. Donc ça permet aux bourses plus plates de pouvoir venir écouter tout de même. Sinon, on parlera Palestine sur Fréquence Paris Pluriel aussi samedi 2 mars de midi à 1h avec Richard Wachman et Dominique Vidal. C'est important de le souligner aussi quand même. Le jeudi 7 mars de 18h à 20h dans le 5e arrondissement, c'est Delivering Healthcare Under Fire in Gaza, c'est The Problems and the Promise. C'est à l'école normale supérieure, salle du SAN, 45 rue d'Ulm dans le 5e arrondissement. Et toujours à Paris, samedi 16 mars 2019, donc à 13h, contre le racisme et les violences policières, c'est la marche des solidarités, donc c'est place de la Madeleine à Paris. Et ben voilà, on est à peu près au jus de tout. Vous allez pouvoir retrouver, après l'avoir écouté, si vous avez des trous, si vous avez besoin d'informations, vous retrouverez tout ça. Vous retrouverez tout ça sur le blog, évidemment, de l'émission. Bon, on vous souhaite une bonne semaine. Et à bientôt. À bientôt. Salut à tous.